BFM Business partenaire. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr, et le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble pendant 1 heure pour faire passer, vous le savez maintenant, son entretien d'HEC à une personnalité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Denis Oliven, patron de presse, patron de médias. Et d'abord, c'est Vincent Beaufils. Bonjour Vincent. Bonjour Edwige. Qui va dresser son portrait. Et voilà. Et donc, bonjour Denis, vous êtes, on pourrait dire, un patron multifonction auprès de Daniel Kretinsky. Daniel Kretinsky qui a beaucoup d'ambition et d'intérêt pour la France. Vous êtes à la fois président d'Editis. Editis, c'est le numéro 2 de l'édition. C'est 5000 volumes publiés chaque année. C'est presque 800 millions de chiffre d'affaires, 2500 salariés. Et Editis a été racheté par Daniel Kretinsky, près de 650 millions, il y a quelques semaines. Enfin, c'était fin 2023, donc c'est l'objet principal de l'activité. Mais vous avez également d'autres fonctions sur toutes les industries de contenu proches de Daniel Kretinsky, puisque vous êtes également président de CMI, qui a des très jolies marques, titres de presse, que ce soit Elle, que ce soit Marianne, que ce soit Franc-Tireur. Vous avez été président ou directeur de la publication de Libé. Maintenant, vous êtes président de la holding, donc qui a Libé. Et puis, vous êtes également un conseiller très proche de Daniel Kretinsky, puisque vous avez été en réflexion sur les dossiers Atos, sur les dossiers Casino. Enfin, donc, une palette d'activités qui vous va très bien. Donc, on a beaucoup de questions. Voilà, exactement. Et on va retrouver cette interview multicanale, à la fois donc dans Challenge, mais également sur les sites de BFM Business et de Challenge.fr. Et puis, en direct ou en différé, mais en intégrale, sur l'antenne de BFM Business. Et ça sera ce week-end. Denis Oliven, on a vu beaucoup de présidences. En tous les cas, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Mode d'emploi rapidement, 4 parties. Partie actu, il y a le brief de Bain, il y a la partie business. Et puis la deuxième grande partie de cet entretien, on ira sur le campus d'HEC. On a posé la question à des jeunes étudiants en disant c'est quoi un livre ? Vous savez, ce truc, cet objet non identifié. Et puis les questions des alumni. Tout de suite, les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Première question, évidemment. Donc, Vincent l'a dit, vous avez racheté, enfin, Daniel Kretinsky, mais comme c'est vous qui présidez Editis, vous avez racheté donc ce deuxième groupe de presse. Opération très compliquée que tout le monde a bien suivie. Dans quel état vous avez trouvé ? Parce que ça a duré très longtemps. Avant, c'était donc le groupe Vivendi qui l'avait, qui a préféré La Mariée la plus belle, qui était le groupe Hachette. Maintenant, vous avez Editis. Le moral est dans les chaussettes ? Non, c'est à la fois un très grand groupe, c'est le deuxième groupe de presse qui a de très d'édition. D'édition, pardon. Lapsus révélateur, Denis Oliven. Oui, j'ai trop de fonctions, je m'en mêle les pinceaux. Non. Très grand groupe d'édition, c'est le deuxième groupe d'édition en France. Il a de très grandes, de très belles, des maisons très instituées. Lafon, Plomb, Nathan, Cherche Midi, enfin, et tant d'autres encore. Julliard, La Découverte. 200 éditeurs de talent. Certes, il a eu 5 propriétaires, je crois, en 20 ans. Oui. Donc, et pourtant, il est toujours là, toujours brillant. Donc, il a une structure très solide. Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés, il avait été affaibli par une longue attente. L'incertitude sur la cession. Mais malgré ça, l'an dernier, il a eu le prix Médicis Essai avec Madame Murat. Il a eu, par un éditeur associé, le Goncourt. Donc, bon, c'est un groupe brillant et on va essayer de lui faire donner sa substance qui est très grande. Une nouvelle impulsion. Qui était quand même en perte de vitesse, Denis Oliven, parce qu'il a perdu ces dernières années 300 millions de valorisation, en tout cas si j'en crois le prix auquel Vivendi l'a racheté et puis vous l'a cédé. Comment expliquer en fait cette perte de substance ? Oui, enfin bon, la valorisation c'est un sujet. Il a probablement en raison de l'incertitude dans laquelle il était, il n'a pas pu donner toute sa mesure qui est grande. Il est aujourd'hui, mais il a un socle très puissant. Il a le premier outil, probablement le plus performant et le plus moderne des outils de distribution, Interforum. Il est l'éditeur numéro 1, je pense, en livres scolaires.
Il est, vous l'avez dit, le deuxième éditeur en littérature générale, avec, si on associe la part des éditeurs associés, enfin des éditeurs distribués, près de 20% de part de marché. On a maintenant à sa tête une femme, Catherine Lucet, sa directrice générale, qui a passé 25 ans dans la maison, qui est une femme remarquable. Elle a réuni une équipe également professionnelle et ancienne. Bref, à partir de ce socle très solide, je crois qu'en conduisant une stratégie dont on aura peut-être l'occasion de parler... Justement, on va en parler tout de suite, puisque vous avez annoncé un plan stratégique pour le premier trimestre 2024. Est-ce que vous pouvez déjà lever un petit coin du voile? En quoi ça va consister? Le point clé pour nous, c'est le suivant. Nous entendons que ce groupe soit un groupe libre et indépendant. Je crois que le pluralisme des opinions et des idées est un axe clé de sa... Mais ça se traduit comment? Ça se traduit par la diversité des auteurs qu'on attire. 2, on souhaite que ce soit un groupe attractif pour ces auteurs. Donc peut-être que ce groupe, comme d'autres d'ailleurs, a eu tendance, en grossissant, à perdre un peu de vue ce qui était le fondamental du métier, si j'ose dire, en utilisant un anglicisme, qui est les auteurs. Les auteurs et les éditeurs sont rois. On va revenir là-dessus parce que vous avez raison, c'est essentiel. Et troisième chose, si vous permettez, nous avons sans doute trop produit. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître un peu bête parce que l'édition, c'est une industrie de prototypes. Vous ne savez pas quel livre va connaître un succès immense et quel livre pas. Donc vous devez faire des paris. Et si vous pensez que vous pouvez vous restreindre aux best-sellers, c'est une blague. D'autant qu'il n'y a pas que les best-sellers qui comptent. Mais disons que nous, on a un impératif catégorique qu'on fasse se donner à nous-mêmes, ne publier que des livres dont nous considérons qu'ils comptent. Pas forcément qu'ils comptent en termes de vente. Ça se traduit, pardonnez-moi, parce qu'on va revenir un peu tout au long de ça, parce que vous verrez, il y a beaucoup de questions. Oui. Mais donc, ça se traduit comment dans le plan stratégique? Ça veut dire, vous avez l'ordre de publier moins de livres, ça veut dire moins de maisons d'édition, ça veut dire moins de collections? Moins de maisons d'édition, non, mais l'une des premières décisions qu'a prise Catherine Lucet, c'est de regrouper, on a 56 maisons d'édition. Donc c'est de les regrouper, non, c'est pas trop, mais on les a regroupés par pôle, pour qu'ils puissent mettre en commun un certain nombre d'éléments et que les éditeurs se concentrent sur leur métier d'éditer, c'est-à-dire de s'occuper des auteurs et des livres. Donc, 1, on les a regroupés. 2, oui, on va leur demander de ne produire que des livres auxquels ils croient fondamentalement. Pas forcément, je le dis, croient en termes commerciaux. Il ne s'agit pas, il y a des livres dont on sait que le destin commercial n'est pas immense, mais dont on pense qu'ils sont importants. Et quand je dis ce que je dis, c'est aussi vrai pour la littérature pratique, pour la bande dessinée. Donc on veut qu'on produise, on édite des livres qui comptent, auxquels on croit fondamentalement, dont on pense qu'ils sont nécessaires et utiles. Donc ça exclut des acquisitions, pardon, juste derrière, après, ça exclut des acquisitions, parce qu'on sait qu'Humancis, le groupe Humancis est sur la place avec l'Observatoire. Non, ça n'exclut pas du tout des acquisitions. Vous êtes sur le dossier ou pas? Vous regardez le dossier? On a demandé à être consulté sur le dossier, oui, on va regarder ce qui est possible. Ça pourrait vous intéresser, parce que derrière, il y a plus que 16. Ça pourrait nous intéresser, il y a des maisons très intéressantes. Après, on a peut-être des contraintes, parce que sur l'univers scolaire, on a une part de marché qui rend peut-être plus compliqué que pour d'autres l'acquisition de la maison d'édition scolaire qui est dans le groupe. Mais on va regarder. Non, ça n'exclut pas les acquisitions. Ça veut dire que chaque éditeur doit se concentrer sur... Moi, j'ai fait une tournée avec les représentants, vous savez, les gens qui vont dans les librairies et qui proposent les titres. On avait pour 2 mois 90 titres à proposer. On avait 7 minutes pour les vendre aux libraires. Donc il y a une espèce de course à la quantité qui est préjudiciable au fait d'aider vraiment les livres et les auteurs qu'on choisit sur le plan de l'édition et sur le plan de la commercialisation. Cet esprit de liberté, de maison indépendante que vous revendiquez, c'est la première chose que vous nous avez dite. Est-ce que c'est aussi pour profiter du grand concurrent Hachette, dont on a l'impression qu'il est passé sous l'emprise de Bolloré? Et est-ce que ce positionnement ou d'ouverture est quelque chose qui vous a permis d'avoir de nouveaux talents et d'ailleurs, quels sont les talents d'Editis aujourd'hui? Ce n'est pas du tout pour se positionner par rapport à tel ou tel. Nous, on se positionne par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre désir et notre stratégie. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier dans la presse. Et de ce point de vue, l'édition, c'est aussi un métier de contenu. Il faut absolument
Si vous faites des objets de contenu pour satisfaire vos goûts, vous risquez de passer à côté de ce qu'est votre vocation. Donc c'est une chance que Bolloré soit le nouveau propriétaire d'Hachette, d'une certaine façon. Je laisse Bolloré, qui a beaucoup de talent et qui est un grand industriel, et les maisons du groupe Hachette, qui sont de grandes maisons et qui comptent de très nombreux éditeurs de talent, vivre leur vie. Mais nous, on considère que chaque maison doit avoir sa particularité, que les éditeurs à la tête de ces maisons doivent être libres, dès lors qu'ils sont d'accord pour avoir une économie, comment dirais-je, raisonnable. On est pour la liberté et la diversité. Il y a La Découverte chez nous, qui est une maison qui publie plutôt des éditeurs progressistes. Il y a Plomb, qui est une maison non pas de droite, mais assez conservatrice. Il faut que tout ça existe en même temps, et c'est comme ça qu'on fait une œuvre utile. Alors, moi, je vous donne cet exemple parce que ça me concerne. J'aime la liberté. À titre personnel, je trouve que c'est notre bien le plus précieux. Il y a 20, d'après le The Economist, il y a 30 pays démocratiques dans le monde, 30, et on est dedans. Et moi, par exemple, je suis l'actionnaire de Libération. J'aide Libération à se redresser, et pourtant, croyez bien que je ne partage pas toutes les idées de Libération. Eh bien justement, on va parler de presse, il nous reste 2 minutes. On va parler quand même un peu de presse, puisque vous êtes à la tête de CMI. Vincent l'a rappelé, c'est elle, Marianne, Franc-Tireur et de nombreux autres titres. Il y a elle... On voit change d'orientation, c'est-à-dire vraiment devient sur les faits divers, sur la violence faite aux femmes. Marianne change de formule, avec une formule, le papier complètement consacré aux enquêtes, et puis le reste sur le site internet. Est-ce que ça veut dire quand même que la presse, votre presse, traverse des moments difficiles ? La presse, globalement, connaît une mutation très très profonde. Si je compare d'ailleurs avec l'économie du livre, c'est frappant. Parce que la volatilisation des recettes publicitaires et la baisse très forte de la diffusion du papier ont obligé la presse à se réinventer, notamment sur le numérique. Pour les quotidiens, la chose est assez claire. Le développement des abonnements numériques offre une alternative de diffusion payante. Mais est-ce que vos titres pour les hebdomadaires, vos titres magazines, elle ne perd pas d'argent. Maria ne perd pas d'argent. Non, notre groupe gagne de l'argent. Mais en revanche, pour les hebdomadaires, Vincent Beaufils ne me contredira pas, la chose est beaucoup plus complexe. Donc oui, il faut qu'on essaie de repenser ce qu'est la valeur offerte aux lecteurs par nos hebdomadaires, et en même temps que cette valeur puisse se déployer sur le papier, mais qu'elle puisse aussi se déployer sur le numérique. La question de Elle est très différente de celle de Marianne, mais pour le Elle, c'est clair que le Elle, c'est un hebdomadaire d'information et en même temps un hebdomadaire féminin. Il ne peut pas passer à côté de ce qui se passe dans l'univers que vous décriviez des violences faites aux femmes. Ça, c'est la partie news du Elle. Il faut terminer cette partie actualité en parlant également des autres dossiers dont vous êtes conseiller avec Daniel Kretinsky. Il y a cette semaine la décision concernant effectivement Casino. Est-ce que effectivement sur Casino, l'ambition industrielle de Daniel Kretinsky finalement ne se termine pas tout simplement en une affaire financière où il peut être le désigner effectivement celui qui va récupérer tout ça et va revendre immédiatement toute une série de magasins à la concurrence. Ça y est, tous les hypermarchés, tout s'était vendu. Daniel Kretinsky n'est pas un financier. Oui, mais cette opération, elle ne devient... Ça n'est pas un financier, c'est un industriel et toute sa vie le prouve. Il a construit en 20 ans le 5e groupe énergétique européen. Il a décidé, il y a 6-7 ans, de se diversifier dans 2 secteurs, la logistique et le retail. Il est l'actionnaire de Métro, il est l'actionnaire d'enseignes en Angleterre, il est l'actionnaire d'enseignes en Espagne, et ce depuis 5 ou 6 ans. Il est l'actionnaire de la Fnac depuis 5 ans. Il a regardé Casino depuis 5 ans. Quand il est rentré dans Casino, malheureusement, il avait dit d'ailleurs, j'ai un doute sur les hyper et les super, dont je crains qu'ils ne puissent pas être redressés dans le cadre de Casino. Ils ont tous été vendus. Il a malgré tout accepté les conditions qui étaient faites au moment de l'acquisition par la direction de Casino. On essaye de voir si on peut y arriver. On a constaté que ça ne marchait pas. On a vendu ces hyper et ces super. C'est d'ailleurs, je le dis, une opération sur le plan français. On a vendu ces hyper et ces super à des groupes français du retail. Et deuxièmement, sur le plan de l'emploi,
qui est le minimum de casse sociale, puisque on a vendu au niveau du siège de Saint-Étienne. Au niveau du siège de Saint-Étienne, d'ailleurs la question n'est pas achevée sur le siège de Saint-Étienne, mais quand vous vendez des magasins à une autre enseigne, vous transférez les salariés. Mais il a bien dit qu'il allait développer désormais le groupe Casino à partir de ces enseignes qui sont puissantes, Monoprix, Franprix, Petit Casino. Donc maintenant, il va investir pour développer ces enseignes. Un mot rapide sur Atos, où là, on ne va pas refaire toute la genèse de ce dossier. Il a acheté l'éponge un peu ou pas? Il n'a pas acheté l'éponge. On est venu proposer à Daniel Kretinsky il y a 2 ans, je crois, de prendre une partie. Ce n'est pas lui qui avait choisi ça. Ça l'intéressait parce que c'est de la gestion d'infrastructures, chose qu'il connaît très très bien dans l'énergie. Ça ressemble beaucoup à la gestion d'infrastructures. Il a dit, OK, on lui a proposé de prendre un ticket dans l'autre partie d'Atos, qui était la partie dans laquelle il y a des actifs stratégiques. Il n'était pas très favorable. On lui a dit, c'est la condition du deal. Il a dit, OK. On lui a dit, finalement, on aimerait bien que vous sortiez, parce que ça a déclenché une tempête qu'il avait prévue d'ailleurs. Je veux bien que vous sortiez, on veut bien que vous sortiez de la partie stratégique. Il a dit, mais je suis d'autant plus d'accord que je n'étais pas favorable à y rentrer. On est rentré dans une négociation. Si maintenant on lui dit... Et là, on a tout à coup modifié les conditions du deal, mais donc, déjà, il avait l'impression de faire un deal très difficile. Et donc là Donc là, la balle n'est pas dans son camp. Lui, il est toujours preneur de Tech Foundation, de la partie d'infrastructure, à des conditions qui permettent que cette opération soit durable, puisqu'une fois encore, c'est industriel. Mais si on ne veut pas de lui, on ne veut pas de lui. Il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est clair. Merci beaucoup. Tout de suite, le brief de Bain. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Et donc, retour sur l'entretien de Denis Oliven. Et pour introduire cette deuxième séquence, on a le plaisir de recevoir Laurent Colombani. Vous êtes donc associé de Bain & Compagnie et particulièrement chargé de toute la practice autour des médias. Et effectivement, c'est là-dessus que va apporter votre analyse stratégique, notamment d'Editis. Bonjour Laurent. Tout à fait. Bonjour Edwige Chevrillon. Bonjour Vincent Beaufils et bonjour Denis Oliven. Bonjour Laurent. Alors, votre carrière vous a mené aux commandes de nombre des grands groupes culturels et de médias en France. On peut rappeler Canal+, la Fnac, Lagardère Active et bien d'autres. Et on l'a dit à l'instant, vous êtes aujourd'hui à la tête de CMI en France et conseiller Daniel Kretinsky sur un nombre de ses investissements dans l'Hexagone. Le dernier en date vous a placé à la tête d'Editis, le 2e éditeur en France. Et avec un programme ambitieux, vous avez parlé déjà liberté, diversité, audace, mais également l'ambition de construire un groupe français conséquent dans les industries des contenus. Alors, Editis conséquent l'est certainement. Vous avez parlé des maisons, des auteurs à succès du groupe. Le groupe édite et distribue chaque année 130 millions de livres par an dans le monde entier. On en a parlé néanmoins. Il fait aussi face à certaines difficultés économiques depuis le pic de croissance de 2021, post-confinement. La marge d'EBITDA, en particulier en 2022, inférieure à 4%, assez loin des standards de l'industrie et à n'en pas douter de vos ambitions. Alors, les causes sont multiples, certaines d'ordre cyclique. D'ailleurs, vous avez parlé de rôle extrêmement important du groupe dans l'édition de livres scolaires. Et évidemment, cette partie-là du business est assez dépendante de l'évolution des programmes. Mais vous avez mentionné également le nombre de changements d'actionnaires dans les dernières années, dans une industrie qui, pour le coup, nécessite des investissements et des relations dans la durée. Pourtant, les points d'attraction du secteur de l'édition ne manquent pas. Vous l'avez dit, le livre joue un rôle décisif dans la civilisation et la démocratie. Il est aussi l'un des supports culturels qui s'est le mieux accommodé de la transformation numérique. Aujourd'hui, le livre représente un marché de 70 milliards d'euros dans le monde et il irrigue l'ensemble des industries culturelles, de sa créativité et de la propriété intellectuelle qui en émane. Ce sont donc autant de défis que d'opportunités qui se présentent à vous. J'en mentionnerai 3 principaux pour conclure. Tout d'abord, vous l'avez déjà mentionné, le nerf de la guerre dans l'édition, les auteurs. Les attirer, les garder, les développer. Le deuxième, sans doute, améliorer cette performance opérationnelle, réaliser ce mariage parfois délicat entre le philosophe et le logisticien, également important à cette industrie. Et enfin, on en parlera peut-être encore, de nouvelles transformations, de nouvelles opportunités, des segments en forte croissance, la jeunesse, le livre audio, ou la gestion de la propriété intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle.
Alors Laurent, quelle serait votre question à Denis? Ça m'amène effectivement à ma question. 20 ans après avoir tenu les rênes de la FNAC, aujourd'hui, envisagez-vous le marché du livre différemment? Et comment est-ce que cette perspective du temps long de l'édition informe votre vision pour l'avenir d'Editis? Vous avez absolument raison sur le temps long. Vous avez 2 minutes pour répondre. Sur le temps long, si on réfléchit un instant, le livre est le plus vieux produit culturel, produit entre guillemets, sans remonter à Surbanipal, mais le livre relié, le passage du rouleau, c'est le codex, c'est Moyen-Âge. Gutenberg, 1450, ça fait 600 ans que le livre existe. Il a traversé toutes les révolutions culturelles, toutes les révolutions technologiques, et il est toujours là. Et si on compare à la musique ou aux journaux, il a résisté incroyablement à la révolution numérique. Pourquoi? Parce que c'est un objet incroyable, c'est un objet qui correspond à ce qu'est l'humanité d'aujourd'hui. C'est un objet nomade, vous le promenez avec vous. C'est un objet délinéarisé par nature, vous vous arrêtez et vous lisez quand vous voulez. Et puis c'est un objet individuel, c'est votre objet à vous. Donc je suis très, confiant dans la solidité profonde du socle du livre. On dit, par exemple, qu'il n'y a plus que trois jeunes gens ou jeunes filles sur 4 qui lisent des livres. Mais c'est énorme, 3 sur 4. Donc la solidité du socle du livre est incroyable. Mais c'est vrai, il connaît des révolutions. Et vous l'avez évoqué au passage, il va connaître la révolution de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de questions, vous verrez, de la part des alumni. On va y revenir. C'est un point cardinal, parce que d'un côté, il faut qu'on protège les droits d'auteur contre les captations clandestines qui peuvent être faites de leurs œuvres. Mais de l'autre, c'est un continent d'amélioration pour nous. Tout ça devra être encadré, mais la traduction, la promotion des livres, l'analyse des milliers de données qui permettent d'améliorer la logistique, la distribution des livres, qui permettent de personnaliser l'offre de livres. Donc tout ça est une révolution qui est devant nous. Et je disais tout à l'heure qu'on veut faire un groupe libre, indépendant et qui s'intéresse de près aux auteurs, mais on veut aussi mettre l'accent sur l'innovation. Non pas l'innovation contre le livre traditionnel, contre le droit d'auteur, mais au contraire au service de cette stratégie-là. On va y revenir, Denis, dans la partie business, là, maintenant, qui va s'ouvrir. Merci. Merci à vous. Laurent. Merci, Denis. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Nous voici donc dans la partie de l'entretien consacrée au business. Denis Oliven est donc très centré autour d'Editis. Est-ce qu'Editis doit rester majoritairement, essentiellement une maison française? À ce stade, c'est comme ça que nous l'envisageons. Au fond, il y a très peu de synergies. Il y a quelques synergies mondiales de droit. Mais après tout, il y a un marché des droits d'auteur. Donc on peut acheter des droits étrangers ou vendre des droits sur le marché mondial. Nous voulons, pour l'instant, nous concentrer sur le redressement, le relèvement, le redéveloppement d'Editis sur son marché national. Pourtant, Hachette, que vous connaissez bien, c'est même pour ça que Vivendi a fait le choix de vendre Editis et de garder Hachette. C'est parce qu'Hachette est international. Oui, mais je veux dire, je sais pas. On peut très bien avoir des stratégies d'éditeurs internationaux. C'est pas la nôtre. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on a parlé d'éducation. L'éducation, effectivement, c'est très important chez Editis, qui est, je crois, quand même le numéro 1 du livre scolaire en France. Est-ce que ça doit rester un des points forts d'Editis? Et puis, est-ce que du coup, ça peut vous freiner, comme vous le disiez tout à l'heure, pour acheter d'autres maisons de type Humansis? C'est un point fort. C'est un secteur qui est en mutation, on l'a dit, parce qu'il est très dépendant en France des réformes des programmes scolaires et celles-ci se ralentissent. Et par ailleurs, il est, alors lui, au cœur de la révolution technologique, parce que c'est vrai que le numérique d'abord, l'intelligence artificielle ensuite, modifie assez radicalement les manuels, les façons d'éduquer. Nous pensons, nous, que ça n'est pas un obstacle, que c'est au contraire un adjuvant à notre développement. Et d'ailleurs, Editis a acheté une des premières maisons françaises qui s'intéressait à ces questions, EduClever, et nous allons continuer. Donc, mais oui, nous pensons que l'éducation est un élément clé du groupe Editis. Et vous appelez à une réforme scolaire, c'est ça? Une de plus. Alors, l'édition, c'est aussi un marché talent, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'effectivement, vous sentez que vous allez
en accrocher de nouveaux. Il y a un mercato de l'édition, ça existe. Et puis, vous vous êtes défait aussi de certains talents. Votre première décision a été de vous séparer de Lise Beul, qui avait... célèbre éditrice. Célèbre éditrice qui avait posé beaucoup de problèmes chez Editis. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, quand on dirige une maison d'édition, de conjuguer à la fois les managers, les auteurs, etc. D'abord, dans le cas de Lise, qui est une femme de grand talent et sympathique, c'est l'éditrice de Zemmour, il paraît que ça va être Philippe de Villiers. De Bardella, paraît-il. C'était pas du tout une contestation de son talent. Il nous paraissait que, d'une part, que son type d'édition n'était pas complètement conforme à ce qu'est la Maison Plon. C'est une vieille maison institutionnelle française. C'est la maison qui a édité le Général de Gaulle, Claude Lévi-Strauss, Terre humaine, enfin bon, bref. Et donc, on a nommé... et puis, il y avait eu, dans sa nomination à Plon, toute une série de difficultés, des rapports, enfin bon, bref. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on tourne la page. On l'a fait d'ailleurs en accord avec elle. Et on a nommé à la tête de Plon Jean-Luc Barré, qui est un biographe célèbre. Il vient d'avoir le prix Renaudot pour sa biographie de De Gaulle. C'est un éditeur qui a une très longue expérience. Il a commencé d'ailleurs chez Plon il y a une trentaine d'années. Il a été producteur à France Culture. Il nous paraissait plus conforme. Et il était l'éditeur de... C'est pas une question de choix politique, de faire par Lise Beul. C'est pas un choix politique, c'est un choix d'adéquation. Je pense que les maisons... Vous êtes plutôt un patron de gauche. Pardon ? Vous êtes plutôt un patron de gauche, Denis Oliven. Oui, mais c'est en l'occurrence, moi je suis de gauche, mais ça n'a pas de rapport avec ce que je fais. Je suis un ardent défenseur de la liberté et du pluralisme. Mais il faut qu'il y ait une adéquation entre quand nous avons nommé, pour prendre un exemple dans la presse, Natacha Polony à Marianne. Natacha Polony, je crois que je suis en désaccord avec elle à 150%. Elle est contre l'Europe, je suis pour. Elle est anti-marché économique, je suis pour. Enfin bon, bref. Mais elle correspondait à Marianne. Eh bien, il faut qu'il y ait une correspondance entre le patron d'une maison d'édition et l'essence de cette maison. C'est la raison du choix. Alors, pour répondre à votre question plus rapidement, oui, on va essayer d'attirer des auteurs. Comment ? Parce que moi, c'est mon expérience d'auteur et des éditeurs. Il faut qu'on soit une maison accueillante. Il faut que, quand vous rentrez dans une maison d'édition, il faut que ce soit comme votre famille. Il faut que vous vous sentiez coucouné, aidé, que vos livres sont importants. Et ça me ramène à ma question précédente. Si vous publiez trop de livres, vous ne pouvez pas vous intéresser à chacun d'entre eux. Voilà. Oui. Vous avez lancé un plan social senior chez CMI. On serait tous virés ici, autour de cette table. Est-ce que ça veut dire que, vous resserrez les boulons chez CMI? Et est-ce qu'il y aura un plan social de cette manière ou sous une autre forme chez Editis? C'est pas vraiment un plan social chez CMI. Valérie Salomon, qui est la patronne exécutive de CMI, excellente, est en train de transformer l'entreprise. Vous l'avez dit tout à l'heure, la presse magazine notamment est soumise à un choc assez profond de transformation. Elle va faire cette transformation et sans doute elle va repenser son organisation. Donc elle a profité, ou pas profité, mais elle s'est dit que pour accompagner ce mouvement, il fallait qu'elle réfléchisse à une façon, comment dirais-je, douce d'ajuster ses effectifs on n'a pas parlé, et ses compétences. Chez Editis, on n'a pas parlé de la partie rentabilité. Est-ce que c'est un groupe d'édition rentable et est-ce qu'il faut avoir des mesures aussi dures que ce que vous faites chez CMI? D'abord, les mesures de CMI ne sont pas dures du tout. CMI, partout où nous sommes, c'est concerté, négocié. Non, mais est-ce qu'Editis va bien opérationnellement? Editis va bien. Editis a vu sa rentabilité baisser fortement, mais continue d'être rentable. Quelle a été-elle Nous en devons 2023, améliorer. 2023. On ne communique pas les chiffres. Oui, il n'y a plus de chiffres. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas non plus. Ouais. Elle continue d'être rentable. Elle peut l'être davantage. Elle peut être davantage de deux manières, sans doute par une simplification de son organisation et d'autre part par une plus grande efficacité de son développement en chiffre d'affaires. Donc il faut que, quand je vous dis on produit moins par exemple, ça fait partie de ces mesures. Idem sur la distribution, il faut qu'on soit regardant sur la manière dont on accueille des maisons d'édition à distribuer pour que les marges que ces maisons nous apportent soient nécessaires. Mais vous voyez, c'est pas du tout la restructuration violente, c'est pas Mais il y aura restructuration quand même. Non, il n'y a pas de restructuration. Il y a une transformation de l'entreprise. Denis, dans une efficace. vie antérieure, vous aviez été patron de la Fnac. Il se trouve que Daniel Kretinsky a 25% de la Fnac. Est-ce que c'est un atout ou une forme de handicap parce qu'on vous regarde précisément sur la politique de mise en avant de la Fnac? Ça nous crée des devoirs qui est un mur de Chine absolu entre ce qui se passe à la Fnac et ce qui se passe à Editis. Si d'aventure Daniel devait
augmenter sa participation dans le capital de la FNAC, il faudrait que nous garantissions ce qui va se faire naturellement, parce que j'ai été le patron de la FNAC, vous n'avez aucun intérêt, quand vous êtes le patron de la FNAC, à soutenir de manière privilégiée un éditeur qui ne pèse que 18 ou 19% de votre marché. Et inversement, Editis, la FNAC n'est qu'un de ses distributeurs. Donc, naturellement, il n'y a pas de danger, mais il faut qu'on s'en assure. Par exemple, il n'y aura pas d'administrateur commun entre Editis et la FNAC. Il y aura sur la mise en avant, sur les événements de la FNAC, une garantie donnée aux éditeurs. Et c'est la condition sine qua non du rachat, justement, d'Editis. Bien sûr. On arrive au terme de cette première partie, Denis Oliven. Maintenant, on va aller sur le campus. Encore beaucoup de questions, justement sur la lecture, nombre de livres, le rôle de l'intelligence artificielle et après les questions des alumni. À tout de suite. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Et retour donc avec Denis Oliven, dont c'est l'entretien. Et pour cette deuxième demi-heure, Denis, nous allons nous transporter d'abord sur le campus. On va demander effectivement aux étudiants ce que c'est pour eux qu'un livre dans cette période tellement digitale. Et des propos étudiants qui sont recueillis par Estelle Plaguet, Alain Charder et Marie Bourrached. Et puis des questions qui vont être posées également depuis le campus. Qu'avez-vous sur votre table de chevet ? J'ai 2 livres. Quelques livres. J'ai 2 livres, c'est parce que je participe à un concours de lecture. Moi, c'est une biographie de Marguerite Duras. Et dans un autre style, moi, c'est des ouvrages de jeux de rôle. Un livre sur la RSE, parce que je vais bientôt passer les entretiens de cabinet de conseil. Oh là, je suis un très mauvais lecteur. De manière générale, j'essaye de me tenir le plus éloigné possible des livres. On apprécie votre franchise. Est-ce que pour vous, c'est important de continuer à miser sur le papier ? Un livre, c'est avant tout un objet. Et tout à l'heure, on parlait des tables de nuit. Et en fait, c'est un objet qu'on aime bien avoir sur une table basse, dans nos bibliothèques. C'est un objet de décoration autant que de culture. Donc pour moi, oui, carrément. Je pense que le format papier aura une certaine viabilité, une certaine sûreté, qui aura vraiment un intérêt, une plus-value par rapport au format virtuel qui pourra être par exemple fraudé ou qui pourra être modifié à guise. J'arrive pas à lire sur des tablettes. Le chiffre d'affaires d'Editis, le groupe dont il est question, est en baisse. Est-ce que vous auriez une idée pour redynamiser ce secteur-là ? La jeunesse est beaucoup tournée vers le manga, vers les bandes dessinées. Vous commencez à lire un livre sur Internet et vous continuez et vous dites la suite uniquement disponible en librairie, par exemple, ça pourrait être ultra pertinent de façon à rediriger les gens vers les librairies. Il y a une technologie, selon vous, qui va venir bouleverser ce secteur dans les prochaines années ? Non, je pense pas, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses. On a vu le Kindle qui remplace pas le papier. Je pense que ça risque d'être l'intelligence artificielle à partir du moment où on peut demander à ChatGPT de nous écrire une histoire et qu'il le fait plutôt bien. On nous en parle ensuite. On étudie ça en cours. À l'édition, ça va stagner. Il n'y a pas vraiment de risque lié à l'intelligence artificielle puisqu'il faudra toujours des auteurs. Il y a pas mal d'applications qui se développent pour tout ce qui est gestion des droits d'auteur et sur tout ce qui est paralittéraire. Je cherchais à acheter un livre et la plateforme m'a proposé d'acheter un résumé de ce livre. Une idée, ça serait de dire qu'on a maintenant des intelligences artificielles qui pourraient lire pour nous et résumer. Comment le monde de l'édition peut participer à la transition écologique ? Sur plein de livres, on voit que c'est du papier recyclable, que ça a été fait dans de bonnes façons, de façon sustainable. Aussi tout ce qui est initiative de partage, circularité, tout ce qui est les boîtes à livres. Par exemple, Guillaume Pitron, Les métaux rares ou L'enfer numérique, ce genre de livre un peu révélation choc. Je pense que ça a pas mal aidé le contexte du changement climatique et je pense que c'est en général ce qu'il faut, c'est arriver à raise awareness comme on dit à HEC. Notre invité Denis Oliven, auparavant a été DG de Canal+, DRH d'Air France, président de Numéricable, PDG de la FNAC et du Nouvel Obs d'Europe 1, de la Gardère Active, enfin vous me suivez. Est-ce que dans son profil, selon vous, il y a un point commun à toutes ces expériences ou une qualité qui est nécessaire pour avoir occupé tous ces postes ? Donc c'est peut-être justement le fait d'avoir une diversité d'expériences dans plein d'industries différentes qui pourrait permettre à l'industrie du livre de se renouveler ou en tout cas de continuer à cibler les bons clients. Bonjour, on est étudiante en médias récréation à HEC et on voulait vous demander, on a vu notamment que dans la presse vous avez fait des déclarations en disant que le groupe Editis allait prendre plus de risques à l'avenir et on aurait voulu savoir pour vous qu'est-ce que ça voulait dire prendre des risques aujourd'hui dans l'édition. Il y a le verre à moitié plein, un verre à moitié vide, non ? Un objet de décoration, j'ai bien aimé. Très sympathique. Qu'est-ce que c'est prendre plus de risques ?
c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est accepter de ne publier que des livres auxquels on croit fondamentalement, quitte à prendre le risque de ne pas aligner tous les petits chevaux dans la course. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est prendre un risque intellectuel, c'est-à-dire d'oser publier des livres qui dérangent, qui ne sont pas forcément dans l'air du temps, qui peuvent déplaire. J'ai dit que Editis devait être le plus populaire des éditeurs chics et le plus chic des éditeurs populaires. Par exemple, accepter, bien sûr, de soutenir la haute culture plutôt que le prêt-à-penser, mais en même temps de ne pas avoir peur de la littérature populaire, du grand public, parce que c'est très important aussi. Nous, on a des grands... Et puis ça fait vendre, surtout. On a des grands... Oui, ça fait vendre, mais ça fait aussi... Ça permet aux gens d'accéder des auteurs comme... Bussy, comme Lévy, comme Tillier, comme Minier, comme Daniel Steele. Ce sont des auteurs qui permettent à des gens d'accéder à l'univers des formes culturelles, des œuvres de l'esprit, et c'est décisif pour une démocratie. Mais en même temps, avec moins de livres, globalement, pour Editis. C'est-à-dire qu'Editis ne produira plus 5000 livres comme il l'a fait. J'espère qu'il en produira moins. Vous savez que le marché français du livre a vu sa production multipliée par 2 au cours des 10 dernières années, ou 15 dernières années, et le nombre de ventes de chacun des livres divisé par 2. Donc c'est un jeu à somme nulle. Et par ailleurs, on s'occupe moins bien de nos auteurs quand on publie trop de livres. Alors après, il ne faut pas passer... Ici, et puis ça coûte cher lorsqu'on voit l'évolution du prix du papier. Il ne faut pas passer à côté il ne s'agit pas... Il y a des auteurs qui n'ont jamais publié, qui ne sont pas des best-sellers, mais dont on considère que ce sont des auteurs importants pour tout un tas de raisons. Parce que leurs idées sont nouvelles, parce que leur style est révolutionnaire, parce que donc c'est faire des choix, Prendre des risques, c'est faire des choix. Là, je suis obligée de jouer un peu à la maîtresse d'école, je suis désolée, un timing serré. Tout de suite, les questions des alumni. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Une série de questions. La première question qui vous a été posée, je rappelle que vous pouvez la poser sur le site de HEC, question de Catherine Charrier. Bonjour, je suis Catherine Charrier, HEC 84, directrice générale de l'agence BETC et aussi auteure. Fin 2023, le Centre national du livre a sorti une étude où on apprend qu'un jeune sur 5 n'ouvre, c'est-à-dire un jeune 15 à 24 ans, n'ouvre jamais un livre. Qu'est-ce que vous imaginez comme futur pour la lecture? Quelles sont les voies par lesquelles on pourrait continuer à lire, parce qu'on sait quand même que la lecture enrichit l'être humain et son intelligence. Répondu, mais... Oui, mais quand même, ça veut dire que 80% des jeunes lisent. C'est quand même énorme, compte tenu de l'attraction vers leur attention que leur offre le monde moderne. Ils lisent des mangas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, je le disais tout à l'heure, publier des livres. Là, on publie par exemple Dicker, qui est un auteur à immense succès. C'est un auteur qui est capable d'attirer des jeunes gens vers la lecture, parce qu'il a à la fois une intrigue et une écriture qui est accessible et forte. Voilà, il faut qu'on publie des livres qui attirent. Il faut que, par ailleurs, on utilise tous les outils du monde numérique au service de la promotion des livres. La vidéo, les réseaux sociaux, TikTok. Là, c'est vrai que l'édition doit progresser par rapport à la façon dont elle donnait accès, dont elle communiquait autour des livres. Il faut qu'on utilise tous les outils de la technologie moderne et tous les réseaux chez lesquels où sont les jeunes. Vous avez vu le phénomène des influenceurs. Il y a sur TikTok des influenceurs et des influenceuses dont le seul objet est de parler des livres. Donc voilà, ça, il faut qu'on utilise ça. Et d'ailleurs, ça fait partie des... Editis le fait bien, on doit le faire mieux encore. Denis Oliven, deuxième question qui vous est posée par Julie Girard. Et on va même rajouter derrière la question de Philippe Colombet, parce que vous verrez, elles tournent toutes les deux autour de l'intelligence artificielle. Bonjour, Julie Girard, HEC 2011. Je suis doctorante en philosophie et écrivaine. Mes 2 premiers romans ont été publiés aux éditions Gallimard. Je vis aux États-Unis. Je suis actuellement à Londres pour présenter mon 2e roman, Les larmes de Narcisse. Et alors j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, la littérature est devenue un pourvoyeur de contenu pour les plateformes de streaming, notamment américaines. Je pense en particulier à Netflix. J'aimerais savoir comment vous vous positionnez sur ce sujet et comment vous voyez l'avenir de votre groupe sur cette question. Bonjour, je suis Philippe Colombet.
HEC 1989, ex-directeur du journal La Croix. Voici ma question pour Denis Oliven. Faisons l'hypothèse que dans les années à venir se développe un goût avéré et significatif de certains publics, jeunes on pense, pour une littérature ou une bande dessinée créée ouvertement à partir de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'un groupe comme Editis, un groupe de premier plan, peut se positionner par rapport à cette demande et ce phénomène? Merci de votre réponse. La première question porte plutôt, d'ailleurs je regrette que Julie Girard soit chez Gallimard. Gallimard, excellente maison au demeurant, et pas chez nous. Mais elle parle plutôt de la vente des droits audiovisuels. C'est très important, en effet. C'est une seconde vie pour les ouvrages. Et nous avons à Editis un département qui s'occupe de ça. On organise des forums, des rencontres. Donc c'est un axe clé. Le développement des plateformes de séries, notamment, offre aux droits d'auteur, à la propriété intellectuelle, une vie nouvelle, comme le cinéma traditionnellement l'a fait. La deuxième question, c'est l'intelligence artificielle. C'est immense ce qui va se produire pour l'édition. On en a déjà dit un mot. Mais moi, je ne crois pas, je peux me tromper, je ne crois pas que l'intelligence artificielle va se substituer au livre. Pour moi, IA, c'est bien sûr intelligence artificielle, mais c'est aussi indispensable auteur. Indispensable auteur. Il y a une sensibilité qui, pour l'instant, est, je crois qu'à horizon humain, on ne verra pas que ça change. Il y a une sensibilité, une subtilité, une délicatesse qui n'appartient qu'aux êtres humains et pas encore aux machines, aussi éduquées soient-elles. Donc, il y aura sans doute des livres publiés automatiquement par l'IA, c'est possible. Je ne crois pas qu'ils se substitueront aux livres écrits par les auteurs. Alors, nous enchaînons avec une quatrième question de Laura Sinoni. Bonjour Monsieur Oliven, je suis Laura Siboni, HEC Mac 2017 et aujourd'hui auteure de Fantasia et enseignante à HEC en intelligence artificielle. Donc naturellement ma question est, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la nouvelle stratégie du groupe Editis? Voilà, c'était ça la deuxième question. On continue. Oui, la place, nous on a deux terrains. On a un terrain qui est défendre le droit d'auteur contre les atteintes que l'IA pourrait lui porter, mais on a un autre terrain qui est utiliser à fond l'intelligence artificielle pour faire, disons, de l'édition augmentée. Il ne s'agit pas de se substituer aux auteurs, de se substituer aux traducteurs, de se substituer aux managers de la logistique. Exemple, la traduction. Il est clair que l'intelligence artificielle va changer. Je ne parle pas évidemment de la traduction des grands auteurs étrangers. Je parle de la traduction des livres pratiques, je parle de la traduction des encyclopédies. Et je ne dis pas qu'il faut chasser les traducteurs, il faudra toujours qu'il y ait une vérification. Mais il y a sans doute sur ce terrain des progrès. Prenez un autre exemple, ce qu'on appelle le text-to-speech, la transformation d'un texte en un texte audio. On sait aujourd'hui faire ça par l'intelligence artificielle, on peut émuler, comme on dit, imiter des voix. Alors là encore, il ne s'agit pas de chasser les auteurs, les acteurs et tous ceux qui travaillent autour de cette question-là. Mais sans doute, on va améliorer, augmenter leur efficacité tout en protégeant leur rôle dans cette action. Donc voilà deux exemples. Mais donc c'est fantastique ce qui va se passer avec l'intelligence. Et je dis au passage à Vincent Beaufils, c'est vrai de l'édition, c'est vrai de la presse. Ça va changer assez radicalement. Et on a deux façons de prendre ce sujet. Ou bien on campe sur ses pattes arrière et on dit va des rétro Satanas, ou bien on se dit je discipline, j'acclimate ces technologies à un métier dans le respect de ces règles fondamentales. Mais ça touche aussi beaucoup tous les médias audiovisuels, que ce soit ici à BFM, le site de BFM, ça change tout. Ça a un impact qui est énorme. À mon avis, on ne le mesure pas encore. Cinquième question, Denis, de Guillaume Frécot. Bonjour, Guillaume Frécot, HEC 2019. Je suis le co-auteur d'un manuel destiné aux élèves de prépa littéraire et également cofondateur de Capture, plateforme de mise en relation dans l'immobilier. Ça fait une dizaine d'années que je suis des élèves et des étudiants, et que je vois leur manière d'apprendre évoluer. Je vois notamment qu'ils utilisent de plus en plus des contenus en ligne, et notamment des vidéos, et encore plus précisément des vidéos d'apprentissage entre pairs. Je les vois aussi de plus en plus utiliser des intelligences artificielles, et pour pas la nommer, ChatGPT dans leurs apprentissages. Quel impact vous voyez concernant l'édition dans l'éducation, et comment est-ce que vous prenez en compte l'évolution de ces apprentissages ?
Impact énorme, mais une fois encore, apprendre, ça n'est pas simplement ingurgiter des connaissances. Apprendre, c'est concevoir des concepts, c'est déterminer, c'est maîtriser des méthodes, des processus. Et ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire sans la présence de l'enseignant ou de l'équivalent de l'enseignant dans la construction des manuels et des méthodes d'apprentissage. Donc je crois que les deux vont se conjuguer. On voit que l'intelligence artificielle va permettre principalement une chose, de mieux tracer, entre guillemets, la performance de l'élève. Et donc de mieux adapter les contenus à sa demande, à ses contraintes, à ses talents. Et ça, c'est un progrès énorme d'individualisation de l'apprentissage. Mais ça va se combiner avec ce que nous savons faire, nous, parce que c'est un savoir-faire ancestral. Ça fait 150 ans, je crois, ou 140 ans que Nathan, que les maisons du groupe Editis fabriquent du manuel scolaire. Ce savoir-faire-là, ce capital-là, il est considérable et il continuera d'être considérable. Mais il va être augmenté, amélioré, facilité par les outils de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut imaginer une passerelle entre CMI et Editis? Parce que CMI, justement, a racheté très présent sur tout ce qui est médias en ligne, sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut imaginer des passerelles entre les deux? Moi, je ne suis pas un grand par expérience. Non, mais je crois que les synergies entre la presse et l'édition, moyen. En revanche, ce qu'on va très certainement faire, c'est mettre en commun parce que qu'est-ce qui est très rare et précieux dans l'intelligence artificielle? C'est les cerveaux, c'est les chercheurs, c'est les développeurs, c'est les jeunes gens de Polytechnique et d'ailleurs de Centrale ou de Normal Sup qu'on vient chercher pour faire ça. Donc, ce qu'on peut mettre en commun, c'est ça, c'est des ressources de développement au service de nos différentes entités. Allez Denis, avant quelques questions personnelles d'Edwige et de moi, on a une dernière question d'un alumni, Jérôme Wagner. Bonjour Denis, Jérôme Wagner, président de Mage Média, HEC 85 et président également du club Média et Entertainment d'HEC Alumni. Alors la question que j'ai à vous poser est très simple. Vous avez touché à la presse avec CMI, avec le Nouvel Obs, avec Libé. Vous avez touché à la radio en tant que président d'Europe 1, à la télévision en tant que président de Canal+, aujourd'hui au livre avec Editis, donc à tous les produits culturels. Et donc, qu'est-ce qui vous motive encore? Voilà, qu'est-ce qui fait courir Denis Oliven? L'inépuisable plaisir et sentiment d'utilité sociale qu'on a quand on travaille dans des secteurs d'œuvre de l'esprit. Quand vous êtes dans la presse, en tout cas la presse dans laquelle j'ai travaillé moi, quand vous êtes dans l'édition, celle dans laquelle je travaille, vous avez l'impression de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'élévation du débat public, au divertissement, à l'instruction, à la vie démocratique. Et donc, c'est quand même pas détestable dans l'existence d'avoir le sentiment de faire œuvre utile. Je me sens moins utile que mon frère qui est médecin, par exemple, parce que lui, il sauve des vies, mais je me sens quand même utile en participant à l'édification des consciences, pour utiliser une formule un peu ancienne. On arrive au terme de cet entretien HEC, Denis Oliven. Maintenant, c'est les conclusions, mélange de questions qu'on n'a pas pu vous poser avant et de questions un peu plus personnelles. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Première question sur l'Arcom qui a rendu une décision que vous avez, c'est l'autorité de contrôle justement des médias, une décision que vous avez qualifiée d'extrêmement dangereuse. C'est une décision du Conseil d'État qui a demandé à l'Arcom de réexaminer la gestion en fait du pluralisme, notamment sur CNews. Vous avez fait un tweet qui a été repris d'une manière spectaculaire sur X. Pourquoi c'était une décision extrêmement dangereuse? Et en plus, on voit bien que ça peut aussi avoir un impact sur le service public, par exemple sur France Inter ou d'autres chaînes. Parce que je pense légitime qu'il y ait une régulation. Les chaînes qui utilisent l'espace public, les fréquences publiques gratuitement, ont signé un cahier des charges avec des obligations de sincérité de l'information, de pluralisme des courants de pensée. Il est légitime qu'on s'intéresse au fait de savoir si elles respectent ces obligations, mais certainement pas légitime, comme la décision pouvait le laisser penser, qu'une autorité administrative rentre
dans le sein de la construction des programmes et des rédactions, fliquent les invités et les animateurs. Enfin, c'est un système qui me paraît totalement aberrant. Et puis, sous quels critères ? Il va falloir qu'il y ait, chaque fois qu'il y ait quelqu'un pro-vax, quelqu'un qui est anti-vax, quelqu'un qui est pour la défense de l'Ukraine, quelqu'un qui est pro-Poutine. Si on dénonce le Hamas, il va falloir quelqu'un qui est pro-Hamas. Quels sont les critères ? Donc, je trouve que c'était flou et dangereux. Je pense, parce que j'ai confiance dans les autorités indépendantes de mon pays, je pense qu'ils vont trouver une mécanique un peu à la façon des Anglais, de traiter ça de manière beaucoup plus respectueuse. Et par ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, je suis de gauche. C'est pas ça qui va vous choquer. Je suis de gauche. Je combats les idées véhiculées globalement par CNews. Mais je crois que l'existence dans le paysage médiatique français d'une chaîne de coloration plutôt de droite est une avancée du pluralisme. On a un service public qui est de gauche. Moi, j'en suis ravi, je l'écoute avec attention. Et ça serait une hypocrisie de ne pas le dire. Et c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des chaînes dont la coloration serait de droite dès lors qu'elles respectent la sincérité de l'information et un certain degré de pluralisme ? Et on est sur BFM ici, BFM Business, dans le groupe BFM. Bah voilà, donc il y a dans le paysage audiovisuel français 4 chaînes d'information. La première, c'est vous, BFM. Voilà, le pluralisme est là et chacun trouve son goût. Denis, je voulais revenir sur ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, ce sentiment de faire œuvre utile qui est effectivement un peu l'âme de notre métier, mais parfois il va très loin, puisqu'on apprenait dans le dernier portrait qui a été fait dans Challenge que vous aviez fait, après le funeste 7 octobre, un voyage en Israël. Pourquoi ? Pour rapprocher les points de vue. Pourquoi était-ce si important pour vous ? Vous voyez bien l'importance que ça prend pour nous. Vous voyez l'importance que ce sujet... Il y a eu 150 000 morts ou 200 000 morts dans la guerre du Yémen. Il y en a eu 200 000 dans la guerre de Syrie. Il y en a je ne sais combien au sud du Soudan. Et pourtant, ça ne mobilise pas notre attention. Donc il y a un point de cristallisation pour des raisons qui seraient trop longues d'évoquer ici. Et moi, je ne désespère pas d'une paix possible entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc j'ai été invité à venir avec des journalistes d'ailleurs, et j'ai été rencontrer des Palestiniens, des Israéliens, et je suis sorti de là d'ailleurs plutôt optimiste, contrairement à la situation tragique qui est celle d'aujourd'hui, qui est vraiment très difficile à supporter. Mais j'ai d'ailleurs écrit un papier dans Marianne, chose qui est rare, pour raconter un peu ce qui s'est passé. Je crois que par les ironies tragiques de l'histoire, de cette situation atroce, les crimes épouvantables du 7 octobre, les bombardements dramatiques de Gaza, peut-être la possibilité de 2 États et d'une paix au Proche-Orient. Il nous reste moins d'1 minute. Est-ce que, on parlait de télévision juste avant, est-ce que ça peut être une prochaine diversification de Daniel Kretinsky ? Vous poussez, on sait qu'il est actionnaire de TF1 qu'il était très intéressé par M6. Il a dit qu'il était actionnaire de TF1, mais de manière spéculative, enfin pas spéculative, mais comme mais comme petit actionnaire. Mais en revanche, oui, si l'occasion se présente, la stratégie en matière de contenu de Daniel Kretinsky en France est assez simple, c'est de faire un groupe média, un groupe de contenu dans lequel il y ait de l'édition, de la presse et, si la possibilité s'offre, de la télévision et de la radio. Encore faut-il que cette possibilité s'offre. C'est un modèle qui est assez classique, hein. C'est celui de Jean-Luc Lagardère, c'est celui de Bertelsmann, enfin rien de très nouveau sous le soleil, mais c'est ça qui est son objectif. Alors vous êtes passionné, on l'a vu sur des tas de sujets, vous avez dès votre plus jeune âge adoré les livres. Est-ce qu'à certains moments il n'y a pas un risque à mélanger passion et gestion ? Grand risque et auquel je ne céderai pas. Je n'ai pas la prétention d'être éditeur. Éditeur, c'est un métier qu'il faut avoir fait et pour lequel il faut être compétent et expérimenté. Donc moi, j'ai d'ailleurs nommé une directrice générale exécutive, la patronne exécutive Donc moi, je suis un président non exécutif et je ne confondrai pas ma passion et mon métier. Mon métier, c'est de veiller à ce que les éditeurs dont c'est le métier fassent bien leur travail. Et votre livre sur votre table de chevet ? En ce moment, mon livre, je viens de découvrir, je suis ridicule, je viens de découvrir l'œuvre de Vargas Llosa et je lis, je crois que je vais tout lire tellement c'est un auteur fascinant. Voilà, j'ai lu 2 livres. C'est bon pour la santé. Pardon ? C'est bon. Oui, absolument. C'est bon pour Merci beaucoup. la santé mentale. Merci Denis Oliven.